Pendant que je changeais les couches de maman, ma sœur lui a volé 114 000 $. Alors, maman m'a discrètement nommée exécutrice testamentaire. Elle n'a rien eu. Je m'appelle Claire Ellison. J'ai 49 ans. Pendant 4 ans, j'ai été l'aide-soignante de ma mère, sa chauffeuse, celle qui la baignait, la personne qui dormait sur un lit de camp à côté de son lit quand les nuits devenaient difficiles. Et tout ce temps, discrètement, j'ai tenu un dossier. Je n'en ai jamais parlé à personne. 3 semaines après les funérailles, j'ai monté ce dossier par un escalier étroit jusqu'au bureau d'un avocat, je l'ai posé sur la table sans un mot, et j'ai regardé le visage de ma sœur changer, une page à la fois. Mais j'en viendrai à cette table. La table est la fin de cette histoire, et vous ne l'avez pas encore méritée. Elle non plus, car il s'agit en réalité de 2 histoires. Il y a l'histoire que ma famille racontait, celle qui circulait pendant les fêtes et s'adoucissait dans le groupe de discussion jusqu'à ce qu'elle tienne confortablement dans les mains de tout le monde. Et il y a l'histoire que les documents racontaient, qui était plus dure, plus froide et vraie. Pendant 4 ans, ces 2 histoires ont coexisté sans jamais se toucher. Elles se sont finalement rencontrées dans une même pièce, un après-midi, autour d'une table polie. Laissez-moi commencer par la version que la famille racontait, car vous en avez probablement entendu une version dans votre propre famille. Ça se passe comme ça. Claire et Diane ont toutes les 2 fait de leur mieux. Elles étaient toutes les 2 si débordées. Leur mère était difficile à la fin. Vous savez comment est cette maladie, et personne ne pouvait vraiment la gérer. Diane avait sa carrière, son mariage et les enfants. Elle envoyait de l'argent quand elle le pouvait. Elle appelait quand elle le pouvait. Et ça lui brisait le cœur de vivre trop loin pour être là en personne. Claire était merveilleuse. Bien sûr, Claire a toujours été la plus stable, mais Claire n'avait pas de famille à elle dont elle devait s'inquiéter, donc il était logique que ce soit elle qui soit à la maison. C'était triste, mais ce n'était la faute de personne. Et l'important, c'était qu'elles étaient une famille, et les familles pardonnent. C'était ça, l'histoire. Je l'ai entendue tellement de fois que je pourrais la réciter avec la voix de ma tante. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'autre. Les documents racontent une histoire différente. Ils le font toujours. C'est la raison pour laquelle je les garde. Mais je m'avance. Et vous méritez le début. Parce qu'un mensonge de cette ampleur n'apparaît pas du jour au lendemain. Il se construit, une supposition confortable à la fois, sur des décennies, jusqu'au jour où il a finalement besoin que la vérité disparaisse. Nous avons grandi dans cette maison, Diane et moi, à 3 ans d'intervalle. Mon père, Frank Ellison, faisait une tournée de livraison pour une laiterie, puis pour une boulangerie, puis pour un fournisseur de pièces. Il partait avant le lever du jour la plupart des matins et était fatigué la plupart des soirs. Et il est mort d'une crise cardiaque dans l'allée quand j'avais 26 ans, en pelletant de la neige qu'on lui avait dit de ne pas pelleter. Ma mère, Nora, a travaillé à la réception d'un cabinet dentaire pendant 31 ans et se souvenait du nom de l'enfant de chaque patient. Elle était chaleureuse d'une manière que mon père n'a jamais réussi à être. Et elle avait un angle mort, et cet angle mort, c'était Diane. Diane était la jolie, la charmante, celle qui pouvait se sortir d'une retenue et obtenir une meilleure table dans un restaurant par la parole. Depuis que nous étions petites, la famille fonctionnait selon une règle tacite, le genre que personne ne dit jamais à voix haute, mais que tout le monde obéit. Diane était celle à qui les choses arrivaient. J'étais celle qui s'occupait des choses. S'il fallait remplir un formulaire, je le remplissais. Si une facture arrivait à échéance, je le remarquais. Si Diane oubliait un anniversaire, c'est moi qui le lui rappelais, puis c'est moi qui la couvrais quand elle oubliait. Quoi qu'il en soit, j'avais 11 ans la première fois que j'ai compris la forme de tout ça. Diane, qui avait 14 ans, avait pris 40 $ dans l'enveloppe des courses que ma mère gardait dans le tiroir à pain. Et quand l'argent a manqué, les premiers mots de ma mère ont été pour moi, « Claire, as-tu pris de l'argent pour quelque chose et oublié de le noter ?» Pas Diane, moi. Parce que j'étais celle qui tenait l'enveloppe équilibrée. Donc, c'est moi qui devais avoir fait l'erreur. Je n'avais pas fait d'erreur. Je ne fais jamais d'erreur. Mais j'ai appris ce jour-là que dans notre maison, être fiable ne vous rendait pas digne de confiance. Cela vous rendait responsable. Ce ne sont pas les mêmes choses. Et la différence finirait par me coûter 114 000 $ et très près de me coûter la vérité. Les documents racontent une histoire différente de celle de la famille. Mais la famille travaillait à partir d'une version bien plus ancienne,
et cette version m'avait attribué un rôle il y a longtemps. Laissez-moi avancer, car le diagnostic est là où la véritable histoire commence. Ma mère avait 68 ans quand le mot « Alzheimer » a finalement été prononcé à voix haute dans le cabinet d'un médecin au store à moitié tiré. Précoce, a expliqué la neurologue, une femme nommée Dr Sandra Paul, qui avait une façon d'annoncer les mauvaises nouvelles assez lentement pour qu'on puisse suivre. Elle nous a expliqué la chronologie, les étapes, les soutiens qui seraient finalement nécessaires. Elle a beaucoup utilisé le mot « finalement », doucement, comme on poserait une couverture sur quelqu'un. Je me souviens mieux du parking après que du cabinet. Diane se tenait entre deux voitures et pleurait. Et ce qu'elle a dit à travers ses larmes, c'est qu'elle ne pouvait pas faire ça. Pas avec son travail, pas avec son mariage avec Greg déjà en péril. Pas avec 2 adolescents, une hypothèque et tout ce qu'elle portait déjà. Elle l'a dit comme on avoue quelque chose, comme si elle admettait une faiblesse, et je pense qu'une partie d'elle croyait sincèrement qu'elle était honnête sur ses limites. Je n'ai pas pleuré. J'ai demandé à l'infirmière du docteur Paul quelle était la première chose que je devais faire. C'est à ce moment-là que les 2 histoires se sont séparées, là, sur le parking. L'histoire de Diane est devenue « je ne peux pas », et tout le monde l'a accepté parce que le « je ne peux pas » de Diane avait toujours été accepté. Mon histoire est devenue « je le ferai », et tout le monde l'a accepté aussi, pour la même raison. Personne n'a décidé quoi que ce soit de cruel ce jour-là. C'est ce que je veux que vous compreniez. La cruauté aurait été plus facile à voir. Ce qui s'est réellement passé était plus doux et plus dangereux. Tout le monde s'est simplement conformé au rôle que nous utilisions depuis que j'avais 11 ans. 3 semaines plus tard, j'ai fait mes cartons, j'ai donné mon préavis pour mon appartement et je suis retourné dans ma chambre d'enfant. J'avais 45 ans. Mon lit simple avait disparu, remplacé des années plus tôt par la table de couture de ma mère. J'en ai donc acheté un nouveau et je l'ai assemblé moi-même avec une clé Allen sur le sol de la chambre où j'avais fait mes devoirs quand j'étais petite. Je me suis allongé cette première nuit et j'ai écouté ma mère bouger en bas, ouvrir et fermer le réfrigérateur, cherchant quelque chose qu'elle ne pouvait plus nommer, et j'ai compris que ma vie telle que je l'avais connue était terminée et que personne n'allait marquer l'occasion. Voici la version de la famille de cette première année. Claire a déménagé chez sa mère pour aider. N'est-ce pas gentil? Elle a toujours été si bonne avec maman. Voici l'autre version. La première année a été l'année où j'ai appris les rythmes d'un esprit qui disparaît. Elle était encore principalement elle-même le matin et quelqu'un d'autre le soir, un phénomène que j'ai appris plus tard à avoir un nom, le Saint-Donigne, bien qu'aucun nom ne rende moins effrayant de voir sa mère avoir peur de sa propre cuisine au crépuscule. J'ai appris à étiqueter les placards. J'ai appris à mettre les clés de voiture là où elle ne pouvait pas les trouver, après l'après-midi où elle s'est rendue au cabinet dentaire où elle n'avait pas travaillé depuis 9 ans et est restée assise sur le parking pendant 1 heure parce qu'elle ne se souvenait pas pourquoi elle était venue. J'ai appris à cuisiner les 4 repas qu'elle reconnaissait encore et à pleurer silencieusement la perte de tous les autres. Et j'ai commencé à tenir des registres, bien que je ne savais pas encore pourquoi. Je pense que cela a commencé comme un mécanisme d'adaptation. La maladie enlève la certitude, et je suis une personne qui a besoin de certitude comme d'autres ont besoin d'air. Alors, je l'ai construite avec du papier. J'ai noté ce qu'elle mangeait et quand. J'ai noté quels médicaments elle prenait et lesquels elle cachait sous sa langue, une habitude qu'elle a développée très tôt, non pas par refus, mais par une peur privée qu'elle ne pouvait plus expliquer. J'ai consigné les rendez-vous, les symptômes, les bons et les mauvais jours. J'ai gardé les reçus de tout ce que j'achetais pour elle, d'abord par simple habitude, la même habitude qui équilibrait l'enveloppe des courses quand j'avais 11 ans, et plus tard par quelque chose de plus aiguisé, l'autodéfense, même si je ne l'aurais pas appelé ainsi à l'époque. La première année, Diane appelait encore. Les appels suivaient un schéma sur lequel j'aurais pu régler ma montre. Elle demandait comment allait maman. Je commençais à répondre, et en 90 secondes, la conversation tournait autour de Diane, son patron, son dos, Greg, les enfants, la rénovation de sa maison à 2 états de distance. Elle parlait pendant 40 minutes et raccrochait, sans jamais m'avoir demandé une seule fois comment j'allais. Et je restais dans la cuisine, le téléphone à la main, avec l'impression d'avoir assisté à une réunion sur la vie de quelqu'un d'autre. Quand j'ai essayé à 2 reprises d'aborder le sujet du conjoint, elle a mis fin à la conversation les 2 fois de la même manière. Maman m'a dit que c'était bon, Claire. Maman veut que j'y ai accès au cas où quelque chose arriverait. Ne rends pas ça bizarre. Le conjoint. Laissez-moi vous l'expliquer car c'est le moteur de tout.
8 ans avant le diagnostic, quand ma mère était encore lucide, conduisait encore et travaillait encore à la réception du cabinet dentaire, elle avait ajouté Diane à l'un de ses comptes. Le raisonnement à l'époque était sensé et même adorable. Diane vivait loin, et ma mère voulait que quelqu'un puisse déplacer de l'argent rapidement en cas d'urgence. Et Diane était la fille aînée. Et c'était tout. C'était un compte joint avec droit de survie, une phrase qui aurait plus tard une importance énorme, mais à l'époque, ce n'était que par commodité. Ma mère faisait entièrement confiance à Diane. Ce n'est pas un défaut chez ma mère. Faire confiance à son enfant n'est pas un défaut. Ce n'est un défaut que dans un monde qui contient des gens prêts à en abuser. Pendant des années, ce compte n'a rien fait de remarquable. La pension de ma mère y était versée. Sa sécurité sociale y était versée. La petite assurance vie de son défunt mari y avait été versée une fois et y était principalement restée. Il était là, une réserve d'argent tranquille, les économies de 2 personnes qui avaient travaillé toute leur vie, dépensé avec soin et n'avaient jamais fait de croisière. Puis le diagnostic est arrivé, puis j'ai déménagé à la maison. Et puis, lentement au début, le compte a commencé à fuir. Les documents racontent mieux cette partie que moi. Laissez-moi donc vous montrer ce qu'ils ont révélé, dans l'ordre où je les ai finalement disposés. La première année, les retraits étaient petits et faciles à manquer. 3 cents $ un jeudi, 4 cents $ le mois suivant. Le genre de montant qui ressemble à une fille aidant sa mère à faire une course à distance, ce qui était exactement l'apparence qu'ils étaient censés avoir. Je les ai remarqués parce que je remarque tout, mais je n'avais aucune preuve de l'endroit où l'argent allait. Et quand j'ai demandé à Diane, elle avait sa réponse toute prête. C'était pour maman. J'ai envoyé des fleurs. Je lui ai commandé cette robe. J'ai payé pour le truc. Le truc. Il y avait toujours un truc. La deuxième année, les retraits ont augmenté. 800, 1200, et les appels de Diane ont presque entièrement cessé, ce qui, j'ai appris plus tard, n'était pas une coïncidence. Il est plus facile de prendre à quelqu'un à qui on a cessé de parler. Le silence n'était pas de la négligence. Le silence était de l'hygiène. Elle gardait ses distances avec la scène de ce qu'elle faisait. La troisième année contenait 2 jours fériés, et je veux vous raconter comment ils se sont passés, car le groupe de discussion est l'endroit où l'histoire familiale a été réellement écrite, un message joyeux à la fois. Thanksgiving. Je n'ai rien cuisiné car ma mère ne supportait plus une maison pleine de monde et l'odeur du grand repas l'effrayait. Nous avons donc eu de la dinde tendre et la canneberge qu'elle aimait en conserve, juste nous deux, et c'était l'un des meilleurs jours. Et elle fredonnait à table. Pendant ce temps, le groupe de discussion se remplissait de photos de la maison de Diane à 2 états de là. La table, les enfants, Greg découpant la dinde, 40 messages. Aucun d'entre eux ne demandait ce que maman mangeait, si j'étais seul ou comment s'était passée la journée dans la maison grise où la vraie mère se trouvait réellement. J'ai tapé un long message ce soir-là, la vérité de la journée, puis je l'ai effacé mot par mot et j'ai envoyé un pouce levé à la place, car j'avais appris que la vérité n'était pas la bienvenue dans ce fil de discussion. Le fil voulait l'histoire. L'histoire ne m'incluait pas. Noël, ma tante Patrice a appelé, le seul appel chaleureux que j'ai reçu cette saison, et même elle, qui m'aime, a passé la plupart du temps à relayer à quel point Diane était inquiète, à quel point Diane se sentait coupable, à quel point Diane aurait aimé être là. La culpabilité de Diane voyageait mieux que Diane elle-même. Elle se manifestait partout. Diane, elle, non. Je ne savais pas encore, à ce Noël-là, que le compte avait dépassé les 100 000 $. Je l'apprendrai au printemps, à cette table avec les surligneurs, mais une partie de moi en sentait déjà la forme, de la même manière que l'on sent le temps changer dans ses vieilles blessures. J'avais une vieille blessure. Elle avait 38 ans, et elle s'appelait « être la personne fiable », et elle me faisait mal ce Noël-là comme si elle le savait. Pendant ce temps, voici ce que la deuxième année a réellement contenu pour moi, la version qui n'est pas entrée dans l'histoire familiale. Elle a contenu la nuit où ma mère est tombée dans la salle de bain à 2 heures du matin, et je ne pouvais pas la soulever, et je suis resté allongé sur le carrelage froid, la tenant et lui parlant d'une voix calme jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Et l'un d'eux, un jeune homme nommé Anthony, est resté 10 minutes de plus après le départ des autres juste pour s'assurer que j'allais bien, et a été la première personne en des mois à me poser cette question. Elle a contenu la lente reddition de mon propre corps, le dos qui ne s'est jamais complètement remis des efforts, le poignet que je bandais avant chaque bain. Elle a contenu le bain lui-même, 2 fois par semaine,
avec l'aide d'une femme nommée Gloria puis qui venait d'une agence que je payais de mon propre compte, car l'agence qui aurait été couverte par l'assurance nécessitait des papiers que Diane devait signer en tant que co-titulaire du compte. Et Diane ne signait jamais rien qui ne profitait pas à Diane. Gloria, je dois vous le dire, est devenue la chose la plus proche d'une collègue que j'ai eue pendant ces années. Elle s'était occupée de parents mourants dans une douzaine de foyers. Et elle m'a dit une fois, en essorant un gant de toilette, que la famille se divise toujours entre ceux qui se présentent et ceux qui ont une raison, et que ceux qui ont une raison finissent toujours par croire à leur raison, et que la seule chose qui tranche jamais, c'est le papier. Un juge ne se soucie pas de votre raison, a-t-elle dit. Un juge se soucie de ce que vous pouvez prouver. Je ne savais pas encore à quel point elle avait raison. Je l'ai quand même noté. Bien sûr que je l'ai fait. Laissez-moi vous donner un samedi, car 4 ans, c'est trop grand pour être ressenti. Mais un samedi, vous pouvez le tenir. Elle s'est réveillée à 5h40, ce qui était au même pour elle. Je l'ai entendu à travers le moniteur. Le bruissement particulier qui signifiait qu'elle était réveillée et effrayée, pas réveillée et calme. J'étais debout avant la fin du son. Le temps d'arriver dans sa chambre, elle avait les jambes sur le côté du lit et cherchait des chaussures qui n'étaient pas là, car dans sa tête, nous étions en 1994, elle était en retard pour le cabinet dentaire et la famille Hendrix arrivait à 8h pour le nettoyage de toute la tribu. Je ne l'ai pas corrigé. Reniflement, on apprend à ne pas le faire. Corriger une personne dans ce brouillard, c'est juste de la cruauté avec une bonne grammaire. Au lieu de cela, je lui ai dit que le cabinet avait appelé et avait déplacé tout le monde à l'après-midi, et ses épaules sont redescendues de ses oreilles, et nous avons commencé la matinée. Le change est venu en premier. Je ne vais pas le raconter. Je dirai seulement qu'il y a une façon de le faire qui protège la dignité d'une personne, même lorsque la maladie lui a enlevé la capacité de la protéger elle-même, et que j'ai appris cette façon, et que je l'ai fait 2 fois par jour pendant 4 ans. Et que c'est la seule chose dont je suis la plus fière dans toute ma vie. Pas l'audit, pas le dossier. Ça. Puis les pilules, 7 d'entre elles, dans un certain ordre, avec de la compote de pommes car elle ne pouvait plus gérer l'eau. La blanche qu'elle essayait toujours de cacher sous sa langue. J'ai donc attendu, parlé et vérifié comme Gloria me l'avait appris. Le petit déjeuner était le porridge avec du sucre brun, le seul petit déjeuner qu'elle accueillait encore comme un vieil ami. Elle en a mangé 4 bouchées et l'a repoussé, puis a demandé 10 minutes plus tard pourquoi je ne lui faisais plus jamais de petit déjeuner. Je l'ai refait. Elle en a mangé 4 autres bouchées. À 9h, la bonne heure est arrivée, la fenêtre à l'intérieur de la journée, et nous nous sommes assises au soleil sur la marche arrière et elle m'a raconté une histoire sur sa propre mère, une corde à linge et un orage en 1961, et l'histoire était entière, lumineuse et entièrement vraie. Et j'aurais échangé une année de ma vie contre une heure de plus de cela. À 11h, elle était fatiguée et en colère contre moi, contre la cuisine, contre un homme nommé Walter qui était mort depuis 30 ans. À 13h, elle avait pleuré 2 fois et oublié les 2 fois. À 15h, elle ne connaissait pas mon nom et m'appelait, l'infirmière, et était infailliblement, déchirante de politesse avec moi, comme on lui avait appris à être poli avec les étrangers. Merci, a-t-elle dit quand je lui ai apporté de l'eau. Merci, ma chère. Vous êtes si gentille de faire ça. Vous êtes si gentille de faire ça. Ma propre mère me remerciant comme une visiteuse un samedi ordinaire que personne ne saurait jamais s'être produit. Mon téléphone n'a pas sonné ce jour-là. Diane n'a pas appelé. Le groupe de discussion s'est allumé 2 fois, une fois pour une recette et une fois pour des photos de vacances d'un cousin, et personne n'a demandé comment allait maman, car demander aurait pu nécessiter une réponse. Et la réponse était assise dans une cuisine ensoleillée, remerciée par une femme qui ne connaissait plus son nom. C'était un samedi. Il y a eu quelque chose comme 1400 jours comme celui-là. Je ne vous le dis pas pour votre pitié. Je vous le dis pour que, lorsque je prononce le mot « aide-soignante », vous n'imaginiez pas quelque chose d'abstrait. Je veux que vous imaginiez le porridge, les 4 bouchées, le « merci ma chère ». C'est contre cela que le compte joint était vidé. C'est le travail que l'histoire familiale a effacé. Les documents racontent une histoire différente de celle de la famille. Au milieu de la 2e année, j'avais commencé à soupçonner à quel point elle était différente, et ce soupçon a changé la façon dont je tenais mes dossiers. Ils ont cessé d'être un mécanisme d'adaptation. Ils sont devenus un dossier. J'ai commencé à demander les relevés du compte joint, que j'avais le droit de voir car, bien que je ne sois pas sur ce compte,
je détenais la procuration de ma mère pour les soins de santé et, à ce moment-là, aussi pour les finances. Signer la première année alors qu'elle pouvait encore comprendre ce qu'elle signait. Je me suis assise à cette table de cuisine après qu'elle se soit endormie, avec un bloc-notes jaune et 3 surligneurs, et j'ai construit une chronologie. Chaque retrait du compte joint dans une colonne, chaque dépense réelle pour les soins de ma mère dans une autre, chacune appuyée par un reçu à mon nom, une charge sur ma carte, un chèque du compte que je contrôlais. Les 2 colonnes ne se touchaient pas. Il n'y avait aucun chevauchement. Pas un seul retrait du compte joint ne pouvait être associé à une seule chose que ma mère ait mangée, portée, avalée ou sur laquelle elle se soit assise. L'argent qui a quitté son compte ces années-là n'est pas allé à ses soins. Il est allé ailleurs. Il est allé à Diane. Pour obtenir les relevés, j'ai dû devenir une petite nuisance dans une caisse populaire. Et je veux vous parler de l'homme qui m'a aidé, car c'est l'un des héros discrets de cette histoire, et il ne le saura jamais. Il s'appelait Howard Lynn et il dirigeait l'agence de Delmar où ma mère avait ses comptes depuis 30 ans. Je suis arrivé avec ma procuration, ma pièce d'identité et une politesse que j'avais appris à utiliser comme une arme, et j'ai demandé l'historique complet des transactions du compte joint. Howard a été prudent. Il aurait dû l'être. Il a vérifié le document 2 fois et a passé un appel pour le vérifier avant d'imprimer une seule page. Je l'ai respecté pour ça. La même prudence qui m'a rendu difficile l'obtention des dossiers était la prudence qui aurait dû protéger ma mère de Diane, et l'aurait fait si Diane avait été une étrangère au lieu d'un nom déjà sur le compte. Pendant que les pages s'imprimaient, Howard a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit, vous seriez étonné de la fréquence à laquelle je vois ça. Un compte joint, un parent âgé, un enfant qui vit près et un qui vit loin. Et celui qui vit loin n'est presque jamais celui qui est assis là où vous êtes assise. Il l'a dit sans jugement, juste un homme qui avait vu la même pièce se jouer 100 fois derrière le même comptoir. Puis il m'a tendu 39 mois de papier, encore chaud de la machine, et il a dit, prenez un dossier, un bon. Vous voudrez que ce soit en ordre. J'ai pris un dossier, un bon. Je l'ai toujours. Cette nuit-là, j'ai étalé les relevés sur cette table et j'ai fait le travail pour lequel je suis faite. J'ai apparié, j'ai barré, j'ai surligné, et plus je travaillais, plus je devenais froide et silencieuse, car une image se dessinait, et elle était plus laide que ce que j'avais même osé imaginer. Les retraits n'étaient pas aléatoires. Ils avaient un rythme. Ils survenaient après mes semaines les plus difficiles. Les semaines que j'avais mentionnées à Diane lors d'un de ses rares appels. Les semaines où j'avais dit à voix haute que je me noyais. Elle n'avait pas entendu ces appels comme des appels à l'aide. Elle les avait entendus comme la confirmation que j'étais trop occupé pour surveiller le compte. Je veux être juste, car le calme est tout le but de la façon dont j'ai survécu à tout ça, et la justice fait partie du calme. Je ne sais pas tout ce sur quoi Diane a dépensé cet argent. J'en connais une partie parce que l'argent laisse des traces, même quand les gens pensent que ce n'est pas le cas. Et je suis professionnellement et personnellement incapable de ne pas suivre les traces. Je sais qu'il y a eu une rénovation de cuisine. Je sais qu'il y a eu un véhicule. Je sais qu'il y a eu 2 vacances pendant des années où elle a dit à la famille qu'elle n'avait pas les moyens de prendre l'avion pour venir aider. Mais je ne prétends pas connaître le fond de sa pensée. Peut-être qu'elle s'est dit que c'était un prêt. Peut-être qu'elle s'est dit que notre mère lui devait pour une dette d'enfance que seule Diane se rappelait. Peut-être qu'elle ne s'est rien dit du tout, ce qui est la réponse la plus probable et, d'une certaine manière, la pire. Les gens peuvent vous prendre beaucoup tout en ne pensant à absolument rien. Je devrais vous parler de la 2e visite, celle d'automne, car c'est la seule fois en 4 ans que ma sœur s'est trouvée à l'intérieur de cette maison, et cela a duré 90 minutes, et je l'ai chronométré car à ce moment-là, je chronométrais tout. Elle est venue, a-t-elle dit, pour voir maman et pour aider. Elle est arrivée à 14h15 un dimanche dans une voiture de location qu'elle a laissé tourner dans l'allée pendant tout le temps, un détail que je n'ai compris qu'au moment de son départ. Quand j'ai réalisé qu'elle n'avait jamais eu l'intention de rester assez longtemps pour que le moteur ait de l'importance. Elle est entrée, elle a regardé notre mère, qui passait un après-midi effrayant et ne la reconnaissait pas, et quelque chose a traversé le visage de Diane que je veux considérer avec générosité. Je pense que c'était du chagrin. Je pense que pendant 90 minutes, ma sœur a vu ce que la maladie avait fait et en a été sincèrement, humainement secouée. Et puis elle a fait ce qu'elle faisait toujours avec un sentiment difficile, elle l'a transformé en une tâche qui lui profitait. En moins d'1 heure, elle parcourait la maison avec son téléphone, non pas pour photographier notre mère, mais pour photographier les pièces, la belle commode,
la salle à manger, le tableau dans le couloir qu'un expert avait un jour mentionné. Je l'ai regardé faire depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, et elle ne m'a pas vu, et je ne l'ai pas arrêté, car j'avais déjà appris que la chose la plus utile que je pouvais faire avec ma sœur était de la regarder sans qu'elle sache qu'elle était observée. Avant de partir, elle m'a serré dans ses bras à la porte et m'a dit que j'étais une sainte, qu'elle ne savait pas comment je faisais et que je devrais vraiment penser à me faire aider. Puis elle est montée dans la voiture qui tournait toujours et est repartie vers l'aéroport, et je suis rentré à l'intérieur et j'ai noté la date, l'heure, la durée et une ligne que j'ai soulignée 2 fois. Elle a photographié les meubles. Elle n'a pas touché notre mère. 90 minutes. C'était la 2e visite. Il n'y en aurait pas de 3e. Maintenant, je dois vous parler du moment où tout a basculé, car sans cela, il n'y a pas de dossier, pas de table, pas de règlement de compte. Il y a juste une femme qui regarde l'argent de sa mère disparaître sans pouvoir l'arrêter. La 3e année, ma mère a eu ce que le docteur Paul a appelé une « fenêtre ». Une période de clarté inhabituelle. Le cadeau cruel que cette maladie offre parfois au milieu de son cours, où le brouillard se lève et la personne que vous avez perdue revient dans la pièce pour quelques heures ou quelques jours. La fenêtre de ma mère a duré 4 jours. Je suis venu à considérer ces 4 jours comme les 4 jours les plus importants de ma vie. Et j'ai passé le premier à simplement m'asseoir avec elle, à l'écouter parler comme elle-même à nouveau, craignant de gaspiller une seconde de cela pour quelque chose d'aussi laid que l'argent. Le 2e jour, c'est elle qui en a parlé. Nous étions à cette table. Elle buvait le thé qu'elle aimait, celui avec du miel, et elle a posé la tasse et m'a regardé avec des yeux qui étaient entièrement les siens, et elle a dit, « Claire, je ne suis pas stupide. Je sais ce qui se passe avec le compte. Je le sais depuis un moment. J'ai laissé faire parce que je ne voulais pas le croire de ma propre enfant. Mais je n'ai plus le temps d'être lâche à ce sujet. Et j'ai besoin que tu m'aides à arranger ça pendant que je comprends encore ce que « arranger ça » signifie. Je n'ai pas dit, je te l'avais bien dit. Je veux que vous le sachiez. 38 ans à être celle qui remarquait. Et pas une seule fois pendant ces 4 jours je n'ai dit, je te l'avais bien dit. Je lui ai juste demandé ce qu'elle voulait faire. Elle voulait tout faire. Nous avons fait une liste à cette table, nous deux, avec sa belle écriture et la mienne, soignée. Et puis nous sommes allés voir Margaret High. Laissez-moi vous parler de Margaret High, car c'est le genre de professionnel dont cette histoire avait besoin, et le genre qui est plus rare qu'il ne le devrait. Elle avait été l'avocate de ma mère pendant 22 ans, depuis le premier testament simple que mes parents avaient fait quand j'étais à l'université. Son bureau se trouvait au 2e étage au-dessus de l'ancienne quincaillerie, en haut d'un escalier étroit que ma mère a grimpé lentement ce jour-là, à mon bras. Margaret gardait encore des dossiers papier dans des chemises en manille avec des attaches en métal. Elle écrivait encore ses notes en marge au stylo plume. Et elle croyait encore, Dieu merci, que sa cliente était la personne assise en face d'elle et non le membre le plus bruyant de la famille de cette personne. Au cours de 3 rendez-vous pendant cette fenêtre et les semaines qui ont suivi, ma mère a fait ce qui suit, chaque étape étant attestée, datée et classée. Elle a révoqué la procuration financière que, dans un élan d'équité des années plus tôt, elle avait également accordée à Diane, laissant cette autorité à moi seul. Elle a mis fin à son exposition au compte joint en déplaçant chaque dollar restant qu'elle pouvait sur un nouveau compte à son nom, avec moi comme seul signataire et, à sa mort, seul bénéficiaire, un compte dont Diane n'a jamais été informée et qu'elle ne pouvait pas toucher. Elle a réécrit son testament, me nommant unique exécutrice testamentaire avec plein pouvoir d'agir sans la signature ou le consentement de Diane. Et elle a fait une autre chose que Margaret a suggéré et que je n'ai su que bien plus tard, ce à quoi j'en viendrai, car c'est la chose qui m'a brisé dans cette salle de conférence plus que n'importe quel chiffre n'aurait pu le faire. Quand le dernier document a été signé, ma mère a posé le stylo, m'a regardé et a dit la phrase que j'ai rejouée plus de nuits que je ne peux en compter. Tu es resté quand elle n'est pas restée. Je dois m'assurer que cela signifie quelque chose. 4 jours. C'était la durée de la fenêtre. À la fin du 4e jour, le brouillard revenait, et en 4 mois, elle avait cessé de se souvenir de mon nom de manière fiable. Elle cherchait encore ma main quand elle avait peur. Elle me laissait encore la nourrir, la baigner, la changer et chanter la seule chanson qui la calmait, un vieil hymne que sa propre mère avait chanté. Mais la femme qui avait signé ses papiers, la femme qui avait finalement, à la toute fin de sa lucidité, choisi la fille qui s'était présentée, cette femme quittait déjà la pièce pour de bon. Et voici la partie à laquelle je pense le plus. Elle le savait. Dans ses dernières heures lucides,
Elle ne les a pas utilisés pour faire un dernier voyage, manger un repas préféré ou appeler un vieil ami. Elle les a utilisés pour me protéger d'une histoire qu'elle savait que sa famille raconterait après son départ. Elle a dépensé sa clarté pour mon avenir. Je ne pourrai jamais rembourser cela, et la seule chose que je puisse en faire est de refuser qu'elle ait été gaspillée. Les documents racontent une histoire différente de celle de la famille. Ma mère, dans ses derniers jours de lucidité, s'est assurée que les documents l'emporteraient. La 4e année, je ne la décrirai pas en détail, car certaines choses ne sont pas pour une vidéo et parce qu'elle n'aurait pas voulu qu'on se souvienne d'elle à son plus faible. Je dirai seulement que j'étais là pour tout. Chaque nuit, chaque indignité rendue douce, chaque 3 heures du matin où elle se réveillait terrorisée et j'étais le visage qui la calmait, même après qu'elle ne savait plus de quel visage il s'agissait. Gloria venait 2 fois par semaine. Une infirmière de soins palliatifs nommée Dawn est venue vers la fin et a été plus gentille avec moi que ma propre sœur ne l'avait jamais été. Et Diane, pendant toute cette dernière année, a visité 0 fois, a appelé 4 fois et a retiré, selon les relevés que je déposerai plus tard sur la table de Margaret, un peu plus de $31 000. $31 000 l'année où sa mère mourait, pendant que je changeais les couches. Ma mère est décédée un mercredi de septembre. Dans le lit que j'avais déplacé dans sa chambre, sa main dans la mienne et la fenêtre ouverte parce qu'elle avait toujours aimé le son du vent dans l'érable. J'étais la seule là. Je l'ai tenue longtemps après, plus longtemps que je ne l'admettrai, avant d'appeler qui que ce soit. Diane est arrivée le lendemain matin. Elle a apporté des fleurs et une histoire sur la circulation. Aux funérailles, elle a pleuré comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds, et des gens que je n'avais pas vus depuis des années ont fait la queue pour la serrer dans leurs bras et lui dire combien ils étaient désolés pour sa perte, et elle a accepté chaque mot. Personne ne m'a serré dans ses bras. Je me tenais près du cercueil dans une robe noire que j'avais achetée en ligne à minuit parce que je n'avais pas eu une heure de libre pour faire les magasins en 4 ans. Et j'ai regardé ma sœur être réconfortée pour un deuil qu'elle m'avait sous-traité. Et j'ai senti l'histoire familiale se refermer sur la vérité comme l'eau sur une pierre. Il y a une photo de ce jour-là qu'un cousin a postée plus tard. Toute la famille élargie disposée sur les marches de l'église, et Diane est au centre, bien sûr, dans un manteau noir coûteux, une main pressée sur sa poitrine. Je suis au bord du cadre, à moitié coupé, ne regardant pas l'appareil photo mais vers les portes, car quelqu'un devait s'assurer que les fleurs étaient chargées dans la bonne voiture, et ce quelqu'un, même le jour où nous l'avons enterré, c'était moi. Quand je regarde cette photo maintenant, je ne ressens pas de colère. Je ressens une sorte de reconnaissance. La photo est l'histoire familiale en une seule image. Diane au centre, pleurant magnifiquement. Claire au bord, s'en occupant. 3 personnes à ce déjeuner ont remercié Diane pour tout ce qu'elle avait fait. J'ai compté. Je n'étais pas amer à ce sujet. Pas exactement. À ce moment-là, j'avais cessé de m'attendre à ce que la salle me voie. J'avais quelque chose de mieux que l'attention de la salle à venir, et je le savais, et le savoir m'a permis d'être gracieuse. Il est facile d'être calme quand le dossier est déjà dans le tiroir. C'est la cruauté particulière d'être celui qui reste. Les gens cessent de voir le poids parce que vous le portez depuis si longtemps qu'il semble faire partie de votre corps. Ils supposent que vous allez bien. Ils supposent que vous n'avez pas besoin du plat cuisiné, du câlin, de la question. Ils envoient les fleurs à celle qui a pris l'avion. Ma tante, la sœur de ma mère, Patrice, m'a trouvé au déjeuner et a dit d'une voix qui se voulait gentille, « Ta sœur se sent terriblement mal de ne pas avoir pu être plus présente. Elle envoie de l'argent quand elle le peut, tu sais. » Et j'ai regardé ma tante, que j'aime, qui n'avait aucune idée de ce qu'elle disait, et j'ai pris une décision que je n'ai jamais regrettée. Je ne l'ai pas corrigée. Pas là. Pas autour de pommes de terre gratinées dans la salle paroissiale. Certaines vérités ne devraient pas être dépensées pour un déjeuner. Certaines vérités, on les garde, on les classe et on attend de les livrer dans la seule pièce où elles ne peuvent pas être noyées dans la conversation. Cette pièce était le bureau de Margaret High. 3 semaines plus tard, un mardi d'octobre. Diane est arrivée avec 10 minutes de retard, ce qui était sa version de « à l'heure ». Elle portait un manteau noir qui semblait cher et un visage qui avait déjà fait le calcul. Elle m'a serré dans ses bras comme si nous étions du même côté de quelque chose. Puis elle s'est assise, a croisé les jambes et a demandé à Margaret combien de temps prendrait le processus de succession et quand la maison serait vendue, car elle supposait, bien sûr, que tout serait divisé en 2, moitié-moitié, la jolie et la stable, même à la fin.
Margaret l'a regardé une longue seconde par-dessus ses lunettes. Puis elle a ouvert le dossier. Avant de discuter de toute division, a dit Margaret, il y a plusieurs questions concernant les comptes que nous devons clarifier. Diane a souri, le sourire qu'elle utilise pour paraître raisonnable. Bien sûr, a-t-elle dit. Tout ce que maman voulait. Tout ce que maman voulait. J'ai failli rire. Je ne l'ai pas fait. Le calme est la marque de fabrique. Comme ma mère aurait pu le dire si elle avait déjà regardé le genre de vidéo que je fais maintenant. Le calme est tout l'enjeu. Margaret a glissé la première page sur la table polie. Les relevés du compte joint. La fuite mise à nu. Les petits retraits devenant de plus en plus importants. Les jeudis. Les montants maintenus toujours, j'ai remarqué pour la première fois ce jour-là, juste en dessous du seuil qui aurait déclenché une déclaration bancaire obligatoire. Un détail que Margaret a souligné d'un coup de stylo plumé sur lequel elle n'a pas insisté, car elle n'en avait pas besoin. 114 000 $ sur 39 mois. Diane n'a pas touché la page. C'était pour maman, a-t-elle dit. Les courses, les médicaments, les choses dont elle avait besoin. Tu sais à quel point ces soins étaient chers, Claire. Et c'est là que les deux histoires se sont finalement trouvées dans la même pièce et se sont regardées, car Margaret a glissé la deuxième page. Et la deuxième page était la mienne. C'était la chronologie que j'avais construite à cette table de cuisine pendant 3 ans. Chaque retrait du compte joint dans une colonne et chaque dépense réelle pour les soins de ma mère dans l'autre. Chacune liée à un reçu, un relevé, un chèque annulé. Tous à mon nom ou tirés du compte que je contrôlais. Les médicaments, l'agence, Gloria, la rampe, le lit d'hôpital, la pharmacie, chaque chose dont ma mère avait besoin, payé, documenté, prouvable. Aucun élément ne correspondait à un retrait du compte joint. Les deux colonnes ne se touchaient nulle part. L'argent que Diane a pris n'était pas allé aux soins de notre mère, car j'avais payé pour les soins de notre mère, et je pouvais prouver chaque dollar. La pièce était très silencieuse. Diane a longuement regardé ma chronologie. Je l'ai regardé la chercher une ouverture, comme elle avait cherché dans chaque situation de notre vie l'angle qui la favorisait. Et je l'ai regardé ne pas en trouver. Le papier n'a pas d'angle. C'est ça, le truc avec le papier. Il reste là et refuse de jouer un rôle. Puis elle a eu recours au plus vieil outil de la boîte à outils familiale. Claire, a-t-elle dit, sa voix douce. Tu sais comment était maman. Elle ne voulait pas qu'on se dispute. Elle me l'a probablement donné elle-même et a juste oublié. Tu sais, elle devenait confuse. Elle voulait probablement que je l'ai parce qu'elle se sentait coupable que tu en fasses autant. Voilà. Toute l'histoire familiale compressée en 4 phrases. Maman était confuse. Maman était généreuse. Maman voulait que Diane l'ait. Et en dessous de tout ça, la vieille accusation silencieuse. Claire, tu es difficile à ce sujet. Claire, tu rends ça bizarre. Claire, pourquoi ne peux-tu pas laisser tomber, comme tu as toujours tout laissé tomber? Margaret n'a pas argumenté. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a simplement tourné vers le document suivant, et a laissé ma mère parler depuis la page. Le premier était la révocation de la procuration de Diane, datée et attestée la 3e année. Le deuxième était le relevé du nouveau compte, les fonds de ma mère consolidés sous mon seul contrôle, daté et attesté. Le troisième était le Nouveau Testament, me nommant unique exécutrice testamentaire avec plein pouvoir d'agir sans le consentement de Diane. Margaret les a posés un par un. Comme on pose des cartes quand on sait déjà que la main est gagnée, sans hâte et sans cruauté. Il n'y avait pas d'accord, Diane, a dit Margaret tranquillement, quand ma sœur a de nouveau insisté sur le fait que ce n'était pas ce qu'elles avaient convenu. Il y avait une procuration que votre mère a révoquée. Il y avait des fonds que votre mère a déplacés. Il y a une exécutrice que votre mère a nommée, avec 2 témoins présents et une lettre de médecin au dossier attestant de sa capacité le jour de la signature. Votre mère a été très claire. J'ai rarement eu un client plus clair. Une lettre de médecin attestant de sa capacité. Le docteur Paul, pendant la fenêtre de lucidité, avait documenté que ma mère était lucide et compétente les jours où elle a signé. Ma mère, ou Margaret, ou les deux, avait anticipé le coup exact que Diane ferait, le coup du « elle était confuse », et avait fermé cette porte avant même que Diane ne tende la main vers la poignée. La femme décédée dans cette histoire avait 3 coups d'avance sur la vivante.
Je ne savais pas si je devais pleurer ou applaudir, alors je me suis assise sur mes mains comme je le fais toujours et n'ai fait ni l'un ni l'autre. Diane a lu le testament 2 fois. La deuxième fois, ses lèvres bougeaient. Ce n'est pas ce que nous avions convenu, a-t-elle répété. Mais la phrase n'avait plus de fondement maintenant, et elle le savait. Et puis elle a fait la chose que j'attendais qu'elle fasse depuis 4 ans, bien que j'avais imaginé que cela aurait plus d'impact. Elle s'est tournée vers moi, et le masque raisonnable a glissé, et ce qu'il y avait en dessous n'était ni de la tristesse, ni de la honte, mais quelque chose de beaucoup plus petit et de beaucoup plus familier. J'ai des factures, Claire, a-t-elle dit. Tu ne comprends pas ce que c'est pour moi. Tu n'as jamais eu ce que je dois entretenir. Tu n'as jamais eu ce que je dois entretenir. J'ai pensé au lit de camp à côté du lit, aux poignets bandés, à la robe noire achetée à minuit, aux 4 années de matin, et j'ai compris avec une clarté qui ressemblait presque à la fenêtre qu'avait eue ma mère, qu'il n'y avait aucune phrase que je pouvais dire qui l'atteindrait. Car nous ne vivions même pas dans la même histoire, et nous ne l'avions jamais fait. Elle était celle à qui les choses arrivaient. J'étais celle qui s'occupait des choses. Elle avait dépensé 114 000 $ et, assise dans cette pièce, elle croyait toujours que c'était elle qui avait la vie dure. Je ne lui ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire que le dossier n'avait pas déjà dit plus clairement. C'est le cadeau que les documents m'ont fait. Ils l'ont dit pour que je n'ai pas à le faire. Margaret a demandé si nous voulions faire une courte pause avant d'examiner le reste de la succession. Diane s'est levée, a dit qu'elle avait besoin d'air et est sortie. Elle n'est pas revenue cet après-midi-là, ni cette semaine-là. Nous avons terminé les formalités sans elle. Sa voiture était déjà partie du parking au moment où je suis descendu des escaliers étroits. Maintenant, laissez-moi vous ramener à une dernière chose, car l'histoire que les documents ont racontée ce jour-là n'était pas terminée quand Diane est partie. La plus grande était encore dans le dossier. Après le départ de ma sœur, Margaret a glissé une dernière page sur la table. Et celle-ci n'était pas légale. C'était une lettre de la main de ma mère, écrite pendant la fenêtre de lucidité et scellée dans une enveloppe à mon nom, à me remettre seulement après le règlement de la succession. Margaret l'a gardée depuis 2 ans. Elle me l'a tendue sans un mot et a regardé par la fenêtre pour me donner l'intimité d'une étrangère. Elle était courte. Ma mère était fatiguée quand elle l'a écrite, et l'écriture s'égarait vers la fin, comme sur les dernières cartes d'anniversaire avant que les cartes ne s'arrêtent. Elle disait ceci, « Claire, je sais ce à quoi tu as renoncé. Je sais que ce n'était pas juste, et je sais que j'ai laissé l'injustice durer trop longtemps parce que c'était plus facile, et c'est mon échec, pas le tien. Tu n'as jamais été la difficile. Tu as été celle qui est restée. J'ai essayé de réparer les choses de la seule manière qu'il me restait. Ne laisse aucun d'entre eux te dire que ça n'avait pas d'importance. Ça avait de l'importance pour moi. Tu avais de l'importance pour moi. Tu en as toujours eu. Même quand j'oubliais comment le montrer. Même, j'ai peur, quand j'oublie ton nom. Je me suis assise dans ce bureau et j'ai pleuré comme je ne m'étais pas permis de pleurer aux funérailles, entouré de gens jouant un deuil que j'étais trop occupé à porter pour le jouer. J'ai pleuré pour les 4 années et les 4 jours. J'ai pleuré parce que la seule personne qui avait jamais pleinement vu ce que j'avais fait était la personne que j'avais tout perdu en perdant. Et j'ai pleuré un peu avec quelque chose que je ne peux qu'appeler du soulagement, car pendant 4 ans, je m'étais demandé, dans mes pires moments à 3 heures du matin, si j'avais tout imaginé. Si j'étais vraiment la difficile, si l'histoire familiale pouvait, d'une manière que je ne pouvais pas voir, être vraie. La lettre était ma mère tendant la main depuis le passé pour me dire que ce n'était pas le cas. Elle avait vu. Elle avait su. Elle avait gardé son propre témoignage de sa propre main, juste pour moi. Les documents racontent une histoire différente de celle de la famille. Et parfois, si vous avez beaucoup de chance, l'un des documents est une lettre d'amour. Laissez-moi vous raconter comment ça s'est réellement terminé. Parce que je vous ai promis la vérité. Et la vérité inclut l'après. La succession ne s'est pas divisée en 2. Elle ne le pouvait pas, car ma mère avait passé ses jours de lucidité à s'assurer qu'elle ne le ferait pas. Les comptes qu'elle avait consolidés me sont revenus en tant que bénéficiaire désigné. La maison m'est revenue par le testament. Diane, qui était entrée dans le bureau de Margaret ayant s'attendant à la moitié de tout, est sortie sans rien de plus, car la loi a examiné ce que notre mère avait signé et attesté et l'a trouvé clair. Les 114 000 $ que Diane avait déjà pris étaient, au final, la totalité de son héritage. Elle avait dépensé sa part des années à l'avance,
un peu chaque jeudi, et ne s'en était jamais rendu compte. Margaret m'a demandé doucement, vers la fin des formalités, si je voulais poursuivre l'affaire. Les retraits pendant la période après la révocation de la procuration étaient, a-t-elle dit, potentiellement une affaire pour plus que la succession. Il y avait un mot qu'elle a utilisé avec précaution une seule fois. Il y avait des gens que je pouvais appeler. Il y avait une version de cette histoire qui se terminait avec ma sœur répondant à quelqu'un en uniforme. J'y ai longtemps réfléchi. Je veux être honnête avec vous à ce sujet, car le calme que je vous ai montré n'a pas toujours été calme en dessous. Il y a eu une nuit où je me suis assise à cette table avec le dossier d'Howard Lynn et la carte de Margaret, et j'ai voulu, avec une ardeur qui m'effrayait, faire payer Diane de la manière la plus complète et la plus publique possible. J'avais mérité cette nuit. Je me la suis accordée. Et le matin, j'ai décidé de ne pas le faire, non pas parce qu'elle méritait la pitié. Je ne suis pas sûr qu'elle la méritait. J'ai décidé de ne pas le faire à cause de l'endroit où je voulais vivre le reste de ma vie. Et je ne voulais pas vivre dans un tribunal. Et je ne voulais pas dépenser l'héritage que ma mère m'a donné, celui fait de 4 années et de 4 jours, dans une guerre qui ne me rembourserait qu'en plus d'années perdues. L'arme a toujours été les documents. Ce n'a jamais été la blessure que je pouvais ouvrir en retour. Ma mère m'a choisi avec du papier. J'honorerai cela avec du papier. Et puis je fermerai le dossier. J'ai donc laissé l'argent partir sans le poursuivre. J'ai gardé la maison. J'ai gardé la lettre. J'ai laissé ma sœur garder les 114 000 $. Et l'histoire qu'elle se raconte pour dormir. C'était ça, la pitié. Et je veux être clair que la pitié n'est pas la même chose que le pardon. Et ce n'est pas la même chose que l'oubli. La pitié, c'est simplement décider où vous dépenserez le reste de votre force. J'ai décidé de ne pas dépenser la mienne pour elle. J'ai cette lettre encadrée dans ma cuisine maintenant. Elle est accrochée à côté du calendrier mural que j'utilisais pendant les années de soins, celui où je marquais en rouge les jours où l'aide à domicile venait, les petites îles de soulagement entre lesquelles je vivais. J'ai gardé ce calendrier. Bien sûr que je l'ai fait. Je garde tout. Je regarde la lettre les matins où je me demande si j'aurais dû simplement laisser l'argent partir et garder la paix. Je la regarde quand Diane envoie un texto pour mon anniversaire chaque année, 2 mots, joyeux anniversaire, comme si rien ne s'était passé, comme s'il y avait une version de nous qui se promenait encore quelque part en étant sœurs. Je la regarde quand j'ai besoin de me souvenir de la seule chose que toute cette longue histoire m'a apprise, qui est la suivante. L'amour qui ne garde aucune trace peut être réécrit par celui qui parle le plus fort. Je n'ai pas tout noté parce que je me méfiais de mon propre cœur. Je l'ai noté parce que j'avais appris à 11 ans, en équilibrant une enveloppe pour laquelle personne ne me remerciait, qu'une famille croira l'histoire qui lui coûte le moins. Et la vérité ne coûte presque jamais le moins. La vérité est chère. Quelqu'un doit être prêt à payer pour la garder. Pendant 4 ans, c'est moi qui ai payé. Laissez-moi me tourner vers vous maintenant, car vous êtes resté avec moi si longtemps. Et cela signifie que quelque chose est passé entre nous. Quelque part dans votre vie, il y a une personne qui porte quelque chose de lourd et de silencieux pendant que tout le monde raconte l'histoire confortable. Peut-être que vous savez qui elle est. Peut-être que si vous êtes très honnête, l'histoire confortable est une histoire que vous vous êtes permis de croire parce que la croire vous coûtait moins cher que d'aider. Je ne dis pas cela pour vous faire honte. J'ai cru des histoires confortables sur ma propre famille pendant des années. Je vous demande seulement de regarder une fois cette semaine celui qui semble toujours aller bien, celui qui gère, le fiable, et de lui demander, sans rien à y gagner, ce dont il a réellement besoin. Puis écoutez la réponse, même si la réponse est difficile, même si la réponse contient votre nom. Car voici ce que je sais maintenant que je ne savais pas sur le carrelage froid de la salle de bain à 2 heures du matin. Celui qui reste ne va pas bien. Celui qui reste est simplement celui qui n'a plus personne à qui le dire. Soyez la personne qui demande quand même. Si cela a touché quelque chose en vous, vous savez déjà quoi en faire. Et s'il y a quelqu'un dans votre vie en ce moment qui change les couches pendant que le reste de la famille envoie les fleurs, n'envoyez pas une autre fleur. Allez apporter vos mains, votre temps et votre volonté de croire que le silencieux pourrait dire la vérité. Faites-le avant que la fenêtre ne se ferme. Elle se ferme. Je ne vous dis pas cela pour la sympathie. J'ai fait la paix avec les 4 années il y a longtemps, dans une cuisine avec une tasse de thé et une femme qui a de nouveau connu mon nom pendant 96 heures et les a utilisées pour me protéger.
Je ne veux juste pas que vous soyez celui qui découvre trop tard quelle histoire était vraie.